Donc, nous sommes de retour. Nous accueillons maintenant notre prochain invité, le docteur Alain Naud. Monsieur Naud, docteur Naud, vous disposez de 20 minutes pour nous présenter votre exposé et par la suite, il y aura un échange de 40 minutes avec les membres de la commission. Donc, je vous cède maintenant la parole, docteur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. D'entrée de jeu, je tiens à remercier la Commission de l'invitation. C'est un grand plaisir d'être là pour porter auprès de vous la voix des soignants, des malades et de leurs proches pour ce qui est de l'aide médicale à mourir en particulier, des soins de fin de vie. Et c'est une mission que je me suis donnée là, dès l'application de la loi en décembre 2015. D'entrée de jeu, j'aimerais faire une mise au point. C'est que bien que je sois membre des conseils d'administration à la fois du CHU de Québec, Université Laval et du Collège des médecins du Québec, c'est uniquement à titre personnel et en tant que médecin impliqué dans l'aide médicale à mourir et les soins de fin de vie que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je ne représente pas ces organisations. Alors, le contenu du mémoire que je vous ai soumis et mes propos n'engagent personne d'autre que moi-même. Pour me présenter rapidement, je suis médecin de famille, médecin en soins palliatifs là, depuis 36 ans maintenant. J'ai été le premier médecin au Canada à parler publiquement de son implication là, dans l'aide médicale à mourir en avril 2016. J'ai aussi été témoin expert en aide médicale à mourir et soins palliatifs au procès Gladue-Truchon. J'ai agi comme conférencier dans au-delà d'une cinquantaine de congrès médicaux là, depuis 5 ans et comme personne ressource dans les médias là, à près de 130 reprises. Et j'ai une expérience personnelle d'accompagnement et d'évaluation de malades avec l'aide médicale à mourir dans plus d'une centaine de situations et agi comme mentor là, auprès de plusieurs dizaines de professionnels. Je commencerai par quelques constats sur le terrain québécois des plus de 5 ans d'expérience que nous avons maintenant avec l'aide médicale à mourir. Et c'est clair pour moi, et je pense pour à peu près tout le monde, là, que les travaux actuels et futurs ne doivent pas remettre en question la légitimité de l'aide médicale à mourir. Cette légitimité-là, elle a été établi et très bien établi par le débat public de société que nous avons fait au Québec là, de 2009 à 2014. Mais les travaux devraient porter sur la correction de nos erreurs à la lumière de l'expérience acquise et sur les enjeux futurs d'accessibilité. Un constat que je réitère d'emblée, c'est que l'aide médicale à mourir, c'est fondamentalement un acte médical dont l'évaluation et la conformité professionnelle et déontologique relèvent des conseils de médecins dentistes et pharmaciens ainsi que du Collège des médecins du Québec. Sondage récent du Collège des médecins du Québec montrait que 89 % des médecins au Québec sont plutôt ou totalement d'accord avec l'aide médicale à mourir et 9 % d'entre eux l'ont déjà administrée. Depuis décembre 2015, l'aide médicale à mourir existe au Québec et est administrée de façon très rigoureuse et en tout respect des lois. Un point que je dois absolument mentionner, vous savez, les opposants religieux et idéologiques à l'aide médicale à mourir nous ont fait des prophéties depuis longtemps et continuent de le faire, de dérapage et de pentes glissantes. Un point que je dois soulever, c'est qu'effectivement, depuis 5 ans, il y a eu de nombreux dérapages et il continue d'y en avoir et il y a une pente glissante qui a été prise, mais elle n'est pas dans l'évaluation et l'administration de l'aide médicale à mourir, elle est dans l'obstruction qui existe encore un accès légitime à l'aide médicale à mourir par des individus ou des établissements par pure opposition idéologique ou religieuse. Les statistiques qui sont compilées par la Commission des soins de fin de vie montrent qu'un malade sur 3 qui a signé une demande d'aide médicale à mourir n'a pas pu y avoir accès. Et on ne sait pas pourquoi, hormis de les classer en 3 grandes catégories, demandes refusées, non administrées, devenues inaptes entre-temps. Il n'y a aucun examen qui est toujours fait de ces demandes-là et c'est clairement là que sont les dérapages. Je pense que tous les professionnels qui sont impliqués sur le terrain le constatent régulièrement, la grandeur de la province, certaines régions beaucoup plus que d'autres, et se perpétue parce que ça se fait en toute impunité, parce que même si ça fait 5 ans qu'on le demande, il n'y a aucun examen systématique de ces refus et non d'administration qui sont faits. Alors, vous pensez bien que les opposants idéologiques et religieux s'en donnent à cœur joie là-dedans.
quand on parle des malades vulnérables qui ne sont pas protégés, clairement, ce sont tous ces malades et non pas ceux qui reçoivent actuellement l'aide médicale à mourir, parce que ça se fait au terme d'un processus extrêmement rigoureux, complexe, qui implique pas juste 2 médecins, mais toute une équipe de professionnels qui se portent garant aussi là, de la rigueur de l'exercice. Et dans le 33 de malades, on ne parle même pas de tous ceux à qui on a empêché délibérément de signer une demande d'officiel d'aide médicale à mourir. Et ça aussi, évidemment, on n'en connaît pas le nombre, mais on peut supposer qu'ils sont encore plus nombreux. Je me dois de dire un mot sur le lobby religieux, je pense, parce que c'est important de le mettre à jour, parce que l'intérêt du lobby religieux, et comprenez bien que je n'ai aucune objection à l'opposition religieuse. Je pense que l'opposition religieuse, ou de quelque nature que ce soit, elle est très légitime, parfaitement légitime et doit être respectée. Là où je n'ai aucun respect, c'est quand cette opposition religieuse s'exerce de façon cachée, soigneusement cachée et mesquine, parce que l'intérêt du lobby religieux, ce n'est pas de participer au débat, ce n'est pas de faire avancer le débat, ce n'est pas d'amener des idées, mais c'est uniquement d'imposer une conviction personnelle à l'ensemble de la population. Et ça, on le constate sur le terrain là, de façon là, très régulière. Le premier mandat de la commission était de discuter des conséquences du retrait de critères de fin de vie qui a été ordonné par la Cour supérieure du Québec. Et vous aurez compris, si vous avez jeté un coup d'œil à mon mémoire, que ça ne peut pas se limiter qu'à cet objectif, mais qu'on doit plutôt discuter des conséquences de l'inaction du gouvernement du Québec à ne jamais avoir modifié sa propre loi depuis juin 2014 en fonction de l'évolution de la société et du droit sur cette question. Depuis Carter, le jugement unanime de la Cour suprême du Canada en février 2016, il était évident, je pense pour tout le monde, que la loi du Québec était dépassée, était injustement restrictive et aurait dû être revue. Et non seulement elle aurait dû être revue à cette occasion, mais elle aurait dû, pas juste pu, mais dû être revue à de nombreuses occasions. Dès juin 2016, dès février 2015, pardon, avec l'arrêt Carter de la Cour suprême du Canada. Ensuite, juin 2016, avec l'adoption par le Parlement canadien de C14. Septembre 2019, avec le jugement Gladue-Truchon de la Cour supérieure du Québec. Et tout récemment, mars 2021, avec C7, qui venait encore une fois modifier le Code criminel canadien. La coexistence de ces deux lois depuis le tout début au Québec fait porter sur les épaules des médecins un poids qui est tout à fait intolérable d'un cafouillage juridique qu'on dénonce depuis 5 ans et qui existe encore et qui s'est même amplifié récemment avec des communications récentes d'un sous-ministre à la santé et de la Commission sur les soins de fin de vie. Vous verrez à la page 6 de mon mémoire, j'ai mis une page complète d'extrait du jugement Gladue-Truchon de la Cour supérieure du Québec et vous verrez que la Cour supérieure du Québec n'est pas tendre au regard de l'immobilisme du gouvernement du Québec à revoir sa propre loi. Et je vous en cite juste 2 ou 3 phrases. Là. À l'évidence, la loi québécoise ne peut s'appliquer dans un cadre totalement hermétique à l'abri des répercussions de l'arrêt Carter ou du nouveau paysage législatif québécois. L'absence de motivation quant à son inaction à réagir aux enseignements de la Cour suprême dans Carter milite contre une grande déférence. Vu sous cet angle, l'inertie ne peut servir d'argument pour justifier la déférence. Le Québec ne peut rester les bras croisés et ignorer la nouvelle réalité dans laquelle sa loi en matière d'aide médicale à mourir s'inscrit. La Cour supérieure avait donné 6 mois aux 2 paliers de gouvernement pour harmoniser leur loi. Enfin, cette période de suspension permettra une concertation du Parlement et de la législature afin d'éviter de perpétuer les incongruités actuelles en matière d'aide médicale à mourir au Québec. Le législateur fédéral adopte un régime plus permissif que celui existant au Québec sans aucune réponse législative de la part du gouvernement québécois. Par conséquent, depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale le 17 juin 2016, les critiques à l'endroit de ces incongruités ne cessent d'être réitérées dans les sphères médicales et publiques québécoises. Précurseurs en matière d'aide médicale à mourir au Canada, les Québécois se voient aujourd'hui imposer les conditions les plus restrictives d'admissibilité à travers le pays. Alors, comme dans la pièce de théâtre, on attend Godot
Et on attend toujours en 2021 et on se fait dire qu'en 2021, on va continuer d'entendre. Mais les conséquences, ben, elles sont nombreuses et elles sont majeures. On en a fait et on continue d'en faire porter le poids de la responsabilité de l'interprétation sur les épaules des médecins, ce qui est intolérable depuis 5 ans et ce qui l'est de plus en plus. Et les répercussions, ben, elles sont sur les malades et elles sont sur la population. Alors, les conséquences, c'est que de nombreux médecins ont délaissé l'aide médicale à mourir à cause de ce cafouillage juridique et un nombre probablement encore plus grand refuse de s'impliquer pour la même raison. Depuis l'adoption de C7 récemment, en mars 2021, pardon, et ça a été aggravé par une communication du sous-ministre à la Santé et de la Commission sur les soins de fin de vie, il y a de nombreux médecins qui ont délaissé de nouveau l'aide médicale à mourir et de nombreux autres maintenant qui refusent de voir un malade qui n'est pas à l'unité de soins palliatifs ou qui n'a pas un pronostic de moins de 2 mois pour cette raison. Donc, les conséquences sont nombreuses et tristement, les conséquences de ça depuis 5 ans, c'est un accès restreint à l'aide médicale à mourir, c'est des médecins qui quittent ou qui refusent de s'engager, c'est des malades qui sont injustement refusés au Québec et admissibles partout ailleurs au Canada. C'est un accès inégal à l'aide médicale à mourir et ce sont des fins de vie indignes qu'on observe depuis plus de 5 ans maintenant. Parce qu'il y a eu de trop nombreux reportages médias qui ont fait état de Québécois qui sont morts à la suite de grèves de la faim, qui se sont suicidés ou qui sont allés mourir en Suisse au coût de 40 000 parce qu'injustement refusés au Québec et qui auraient été admissibles partout ailleurs au Canada. Et cette situation-là se perpétue. Notre conscience professionnelle comme médecin et nos obligations déontologiques nous dictent d'agir d'abord et avant tout dans l'intérêt du malade. C'est nous, médecins et soignants, qui sont au chevet de ce grand malade souffrant, qui nous regardent dans les yeux et qui nous demandent avec anxiété et appréhension dans la voix, « Docteur, allez-vous pouvoir m'aider? Je n'en peux plus. » C'est motivé des mêmes intérêts et obligations envers nos malades que nous ne pouvons plus fermer les yeux et détourner le regard et tolérer des situations d'indignité que nous dénonçons depuis des années qui sont uniques et propres au Québec. Et comme médecin actuellement, ce serait une grave faute déontologique et professionnelle, à mon avis, de refuser une aide médicale à mourir à un malade parce qu'il ne répond pas à un critère de la loi 2 et de le regarder béatement agoniser et mourir à petit feu d'une grève de la faim, se suicider ou aller mourir en Suisse, alors qu'il aurait été admissible partout ailleurs au Canada en vertu d'une loi pan-canadienne et du Code criminel. L'inaction du gouvernement du Québec depuis 2014 à légiférer pour ajuster sa propre loi à l'évolution de la société et du droit ne peut servir de prétexte ni d'argument pour continuer à imposer des fins de vie indignes à nos malades. Et a posteriori, quand on regarde l'arrêt Carter, le jugement Gladue-Truchon de la Cour supérieure du Québec, C14, C7, adopté récemment en mars 2021, il n'y a absolument rien qui justifie que les Québécois aient un accès plus restreint à l'aide médicale à mourir que les citoyens du reste du Canada. Verra-t-on prochainement un médecin québécois accusé au criminel et emprisonné parce qu'il a prodigué l'aide médicale à mourir à un malade à l'encontre d'un critère de la loi 2, mais en parfaite conformité et respect du Code criminel canadien? Si c'est le cas, je vous annonce que je me porte volontaire pour être le premier médecin. Alors, il est important de corriger ce cafouillage juridique-là et à notre avis, il y a juste 2 solutions qui passent forcément par des mesures législatives. La première serait d'abolir tout simplement et carrément le chapitre sur l'aide médicale à mourir de la loi québécoise. Depuis l'arrêt Carter qui a obligé le Canada à modifier le code criminel, la rationnelle qui nous avait permis au Québec de mettre en place l'aide médicale à mourir ne tient plus. Et la seconde possibilité, c'est d'harmoniser complètement la loi 2 sur l'aide médicale à mourir, pour ce qui est du chapitre de l'aide médicale à mourir, avec le Code criminel canadien. Et il y a beaucoup de travail à faire. Et je mentionne quelques éléments. Et le premier élément que je dois mentionner, je suis obligé de le faire en tant que médecin, et je le fais au nom de mes collègues médecins à travers la province, c'est de revoir la commission sur les soins de fin de vie. J'y consacre 6 pages dans mon mémoire. Alors, évidemment, je ne prendrai pas tout le temps pour vous relire tout ce que j'ai documenté et l'argumentaire que j'y ai mis, mais c'est un sérieux problème. Je pense que dès 2016, on a vu que c'était une erreur qui avait été mise dans la loi, cette commission-là. Du moins, le mandat qu'on lui a confié d'évaluer la conformité des aides médicales à mourir administrées au Québec. Ça a eu des conséquences dramatiques. Cette commission-là, par sa composition,
les outils, le mandat dont elle dispose est parfaite pour être un observateur des soins de fin de vie au Québec, mais n'est absolument pas crédible, compétente pour évaluer la conformité des aides médicales à mourir. Les décisions ont été arbitraires, jamais justifiée. Elle fait ses propres interprétations des critères de la loi. Elle s'immisce depuis le tout début et encore aujourd'hui dans un jugement sur l'évaluation de l'acte médical quand elle décrète que le malade n'était pas en fin de vie, que le malade n'était pas apte à consentir, que le malade ne souffrait pas de maladies graves et irrémédiables et même remettait en cause parfois le diagnostic qui avait été établi et le pronostic. C'est clairement de l'ingérence dans l'évaluation de l'acte médical. Bon, j'ai mis la conclusion de tout ça à la page 15 que je vous laisserai lire. Moi-même, j'ai reçu plusieurs dizaines de lettres de cette commission-là et pourtant, je considère que je fais une pratique absolument rigoureuse, exemplaire dans l'aide médicale à mourir. Deuxième élément, la possibilité de renonciation à l'obligation d'aptitude au moment de la procédure dans le cas d'une mort naturelle raisonnablement prévisible. Et comprenons que ça n'a rien à voir avec le deuxième mandat de la commission qui est d'évaluer les directives anticipées dans le cas de diagnostic de démence. On parle ici de gens qui ont été admis à l'aide médicale à mourir, pour qui il y a une date qui est prévue et qui risquent de perdre leur aptitude entre-temps. Et depuis janvier 2016, on dénonce ces situations-là, qui est une injustice de la loi. Puis on a vu des malades qui devançaient le moment de l'aide médicale à mourir par crainte de manquer l'aide médicale à mourir. Des malades qui refusaient délibérément de prendre leurs narcotiques, de prendre les médicaments pour dormir, les anxiolytiques dans les derniers jours de vie, encore là, de peur de rater l'aide médicale à mourir. Et on a vu de trop nombreux malades mourir indignement parce que le moment venu de l'aide médicale à mourir, ils n'étaient plus aptes. Et à ce moment-là, on devait les regarder mourir à petit feu dans un coma, une agonie interminable et supporter la détresse des familles et des soignants qui étaient témoins de ça. Alors, le fédéral a bien entendu ces demandes-là et a intégré dans sa nouvelle loi la possibilité de renoncer au moyen d'un formulaire écrit. Récemment, il y a un sous-ministre et la commission qui nous écrivent pour dire vous ne pouvez pas faire ça au Québec parce que la loi n'a pas été changée. Donc, vous comprenez que on ne peut pas, nous, comme médecins, fermer les yeux là-dessus et continuer à tolérer des situations d'indignité. Nos obligations professionnelles et déontologiques, notre sens du devoir et du respect des malades, leur droit à l'autodétermination, ainsi que l'humanité, la compassion et la bienveillance dont nous les entourons, ne nous permettent pas d'obtempérer aveuglément à ces directives injustes et cruelles. Directives qui émanent d'autant plus d'un ministère et d'un gouvernement qui porte la totale responsabilité de son inaction depuis 7 ans et qui essaie de la refiler sur le dos des médecins et surtout de la population. Réhabiliter le critère d'admissibilité de maladie, affection, handicap. Encore là, on invoque que la loi québécoise n'a pas été changée pour nous dire à nous médecins, le handicap et l'affection ne sont pas admissibles à l'aide médicale à mourir. Alors, ironiquement, ça aurait comme conséquence que M. Jean Truchon, qui, vous vous rappelez, avait reçu une exemption personnelle de la Cour supérieure du Québec pour avoir accès à l'aide médicale à mourir, qu'il l'a reçu l'an dernier. Si M. Truchon faisait une demande aujourd'hui, il ne serait pas admissible à l'aide médicale à mourir parce qu'il a un handicap. Alors que la Cour supérieure du Québec, Carter, C14 et C7 nous disent que ces gens-là doivent être admissibles. Introduire des sanctions en cas d'action délibérée pour entraver l'aide médicale à mourir, c'est malheureusement ce qu'on voit encore trop régulièrement partout en province, encore aujourd'hui. Et ça se fait en toute impunité parce qu'encore une fois, il n'y a aucun mécanisme qui est prévu d'examen de ces cas. Il n'y a aucune déclaration, aucun compte à rendre des médecins ou des établissements qui le font. Je sauterai sur les autres recommandations, évidemment. Je pense qu'elles sont assez bien détaillées, explicites dans le mémoire. Et j'irai directement sur la section 2, qui est la possibilité d'introduire par des directives anticipées une aide médicale à mourir future après avoir reçu un diagnostic de démence, d'Alzheimer ou autre démence associée. Je pense que c'est une demande qui est
très importante, très sentie dans la population. Comme médecin de famille, je peux vous dire que depuis 10 ans, il n'y a pas une semaine où je ne me fais pas poser des questions sur ce sujet-là par des patients qui disent quand est-ce qu'on va enfin pouvoir le faire. La maladie d'Alzheimer, c'est très prévalent. On sait que le nombre de cas va exploser dans les 20 prochaines années. Toutes les familles sont concernées. Il y en a des situations d'Alzheimer dans toutes les familles et je pense que les gens connaissent trop bien le caractère incurable et la lente et cruelle dégradation de cette maladie où le cerveau meurt plusieurs années avant le corps, ainsi que la finalité. Encore là, en respectant le principe d'autodétermination, je pense qu'il faut offrir aux gens le choix de leur fin de vie, de ce qu'ils considèrent être une dignité de fin de vie. Et je mets dans le mémoire une mécanique qui serait, à mon avis, relativement simple à mettre en place et qui permettrait de respecter cette situation-là. Et je terminerai dans la dernière minute qui me reste sur la santé mentale et l'aide médicale à mourir. Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux, je les mentionne là-dedans, mais la question n'est pas de savoir est-ce qu'on devrait le faire. Moi, je pense que la question, ça va être de convenir en débat de société des balises à mettre en place d'ici à ce que le code criminel soit modifié pour le permettre, parce que rien actuellement n'interdit d'accepter les problèmes de santé mentale à l'aide médicale à mourir. Mais il y a un défi certainement d'information et de formation auprès de la population, parce que ça évoque beaucoup de choses dans l'esprit de la population qui n'ont rien à voir avec le type de malade qui pourrait être admissible. Vous avez reçu la docteure Gupta que j'ai déjà vu dire en 20 ans de pratique comme psychiatre, j'ai un malade qui aurait pu être admissible. Je peux vous dire qu'en 36 ans de pratique comme médecin de famille, et la santé mentale, c'est 20% de ma pratique, là, je ne vois aucun malade qui aurait pu être admissible éventuellement à l'aide médicale à mourir pour un problème de santé mentale pur ou principal. Pourtant, la souffrance, elle est là. Et quand on invoque les ressources, à quelque part, il faut cesser d'opposer ressources et accès à l'aide médicale à mourir. Les opposants l'ont fait avec la santé physique et il faut être capable d'offrir évidemment les ressources suffisantes et l'aide médicale à mourir pour ceux qui pourraient y avoir accès, parce qu'il faut bien réaliser qu'en santé mentale comme en santé physique, tout l'argent et toutes les ressources du monde ne pourront jamais tout guérir et ne pourront jamais soulager toutes les souffrances. Alors, Madame la Présidente, je pense que mon temps est écoulé. Je m'arrêterai là-dessus. Je serai heureux de répondre aux questions des députés. Merci beaucoup, Dr. No. Je céderai la parole au député de Chomédé. Merci, Dr. No. Votre mémoire a le mérite d'être claire. Votre position a le mérite d'être claire aussi. On a un mandat et qui regarde plus vos recommandations 13 et 14. J'aurais aimé, parce qu'on aura des observations à faire aussi, et j'aurais aimé que vous me parliez un peu plus de votre recommandation 6, là, parce que tout ce qui est de l'aide médicale à mourir, c'est pas répertorié, puis ce qui n'est pas administré, je veux dire, on n'a pas de suivi. Est-ce qu'on devra en tenir compte dans notre rapport qu'on aura à soumettre avant de changer la loi? Merci beaucoup pour votre question, Monsieur le député. Elle est importante. Clairement, oui. Et vous savez, ça n'a pas besoin d'un changement législatif. Hein. Il suffirait juste d'une directive ministérielle pour dire, à partir de demain matin, on met en place un mécanisme pour examiner systématiquement toutes les demandes refusées et non administrées. Parce que, comme je vous l'ai mentionné, c'est clairement là que seront les dérapages qu'on observe depuis le tout début et qu'on continue malheureusement d'observer. Encore. Donc, et moi, je suis interpellé, là, je vous dirais, pratiquement toutes les semaines par des médecins à travers la province qui veulent me parler, qu'est-ce que je dois faire? Là, ça n'a pas de bon sens ce que j'observe actuellement. Et tout ça se fait de façon tout à fait anonyme et en toute impunité parce qu'il n'y a aucune déclaration de ces cas-là. Hein, vous savez, le médecin là, qui dit simplement à son patient ne faites pas de demande d'aide médicale à mourir, là, vous êtes refusé d'emblée. Il ne laisse pas de note nulle part. Là. Donc, il n'y a aucun compte à rendre, il n'y a aucun document à remplir, il ne recevra aucune lettre de la Commission sur les soins de fin de vie. Et ça, malheureusement, on le voit là, trop souvent encore.
Encore cette semaine, il y a des malades qui ont vu leur demande d'aide médicale à mourir être mise à la poubelle, carrément. Il y a des malades dont on met la demande d'aide médicale à mourir sur la tablette et on attend tout simplement qu'ils meurent après plusieurs semaines sans qu'il ait été évalué. Il y a des malades qui sont injustement refusés, sans raison, sans explication. Il y a des pressions qui s'exercent sur les malades, parfois des professionnels eux-mêmes, parfois de la famille, et ça, on l'a entendu. Famille qui va voir le malade qui a fait une demande à l'hôpital et qui lui dit « Si tu ne retires pas ta demande, on ne vient plus te voir ». Donc, on doit s'assurer qu'un malade qui fait une demande le fait de façon libre et éclairée, sans contrainte ni menace. Mais il n'y a personne qui s'assure qu'un malade qui retire une demande le fait de façon libre et éclairée, sans contrainte et menace. Et ça, on le voit malheureusement trop souvent. Il y a des malades qui font une demande d'aide médicale à mourir à leur médecin. Là, clairement, pas une demande d'information. Je veux avoir l'aide médicale à mourir et qui se fait répondre, et qui se font répondre, nous en reparlerons dans une semaine. Vous n'êtes pas rendu là. Parlez-en d'abord à vos enfants. Vous ne pouvez pas faire de demande d'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir, ça ne se fait pas ici, donc envisagez une autre option. On peut vous faire une sédation palliative à la place. Et ça, je vous le dis, là, les dérapages et les indignités, là, elles sont fréquentes. Donc, il suffirait d'une directive ministérielle pour dire à partir de demain, on met en place un mécanisme d'examen de ces demandes et ça pourrait être fait très, très rapidement. Et il est urgent qu'on le fasse. Nous le demandons depuis 2016. Au CHU de Québec, il y a un an maintenant, on a pris la décision d'examiner systématiquement toutes ces demandes refusées et non administrées parce que c'est important qu'on le fasse et je pense que ça devrait être fait à la grandeur de la province. Merci. Merci, M. le député. Merci, Dr. No. Je céderai maintenant la parole à la députée de Saint-François. Merci, Madame la Présidente. Merci, Dr. No, pour votre mémoire. Et vous avez parlé tantôt de démence, de la démence heureuse, de l'Alzheimer, que c'était quelque chose qui allait être de plus en plus fréquent dans toutes les familles. Moi, j'aimerais vous entendre par rapport à la démence heureuse puis le retrait de consentement final. Comment on devrait considérer une demande d'aide médicale à mourir comme exutoire, malgré l'absence de souffrance de la personne qui en fait la demande? Et au niveau médical, comment s'assurer de façon définitive que la personne est atteinte de démence ou d'Alzheimer, par exemple, ou de souffrance de manière grave et irréversible? Puis en même temps, j'aimerais vous amener aussi, que vous nous ameniez dans votre réflexion, advenant qu'il y a un refus catégorique de l'aide médicale à mourir, ça a été consenti antérieurement, mais que plus la démence arrive, la personne, elle est quand même sereine, heureuse, puis disons, elle n'a plus les conditions de souffrance qu'elle avait évoquées. Alors, comment vous voyez ça, ce refus-là, à un moment donné? Merci, Madame la députée. C'est aussi une question très importante que vous posez. Écoutez, sur la démence heureuse, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, là. Il faut concevoir le concept de souffrance, pas juste comme douleur physique. Parce que malheureusement, là, on a tendance dans notre esprit et dans l'esprit de la population là, de dire mais la souffrance, c'est la douleur physique. Si la douleur physique est bien soulagée, puis la personne est souriante et a l'air confortable, quelle raison a-t-on de lui administrer l'aide médicale à mourir? Alors, il faut bien comprendre que la souffrance, c'est aussi la souffrance psychique et la souffrance physique, ça dépasse de loin la simple douleur physique. Ça peut être, par exemple, de ne plus être capable de s'alimenter, d'être totalement alité, d'avoir des ponctions, des examens répétés, d'être complètement dépendant des autres pour tous ses besoins de base. Tout ça, c'est de la souffrance physique. Et dans le cas de la démence d'Alzheimer et autres démences associées, je pense qu'il faut pas s'arrêter à la souffrance, mais parler aussi de dignité de fin de vie. Et vous savez, je le disais tantôt, l'Alzheimer, tout le monde connaît ça, là. On sait comment ça évolue, on sait comment ça se finit. Quand le malade meurt en stade 7, couché dans son lit en chien de fusil, là, alors que le seul réflexe qu'il a, c'est d'ouvrir la bouche quand on lui met quelque chose sur le bord des lèvres. Là. Et qu'est-ce qu'on répondrait à un malade, par exemple, qui dirait qu'il a reçu un diagnostic d'Alzheimer et qui dirait, bien, vous savez, moi, quand j'ai une maladie d'Alzheimer, je ne veux pas mourir comme j'ai vu mourir mon père, mon frère ou ma sœur. Et quand je serai rendu à un stade où est-ce que je ne reconnais plus personne,
depuis, par exemple, 6 mois, que je ne suis plus capable seul d'assumer mes besoins de base, ou que je suis alité complètement, je considérerai que ma vie à ce moment n'aura plus de sens, que ma vie sera indigne et je vous autoriserai à ce qu'on puisse la terminer dans ce que je considère être une fin de vie plus digne avec l'aide médicale à mourir. Peu importe que j'ai l'air heureux ou pas, là, je considérerai que ma propre vie n'aura plus de sens à ce moment-là. Alors, si un malade nous demande ça, qui sommes-nous pour lui dire, ben, t'as tort ou t'as raison? Je pense qu'il appartient à chaque individu de choisir sa propre fin de vie et de considérer ce qui lui apparaît être une fin de vie digne. Vous avez des convictions religieuses et pour vous, l'important, c'est d'attendre que le moment où Dieu viendra vous chercher. Parfait, ça doit être respecté. Mais pour quelqu'un qui dit, moi, rendu à ce stade-là, je vous autoriserai à m'administrer l'aide médicale à mourir, je pense qu'on a l'obligation de respecter ça. Les gens le feront au moyen de directives anticipées. Je propose une mécanique à cet effet-là. Et vous savez, donner des directives avancées alors qu'on est inapte, là, on le fait déjà. Quand on fait un mandat en cas d'inaptitude, ben, on désigne un mandataire à qui on a confiance pour nous représenter et prendre des décisions à notre place au moment où on ne sera plus apte. Dans un testament, quand on désigne un liquidateur, ben, en principe, c'est quelqu'un à qui on a confiance et qu'on a confiance qu'il ne trahira pas nos volontés. Alors, je vous propose dans le mémoire une mécanique qui pourrait être mise en place là, relativement facilement, à mon avis, et qui permettrait de respecter là, ces dernières volontés-là du malade. Et évidemment, ces volontés-là, bon, comme je le mentionne, on devrait, après le diagnostic, attendre un certain temps parce qu'évidemment, il y a un choc à absorber. Il faut orienter le malade vers les ressources appropriées, l'information, demande qui devrait être répétée et demande qui pourrait être retirée tant que le malade est apte à le faire. Et par la nomination d'un mandataire. Le mandataire n'aurait pas comme pour mandat de déterminer que le moment est venu, mais bien d'aviser l'équipe traitante, d'évaluer, voir si ce moment est venu. Et il appartiendrait à chaque malade de déterminer que le moment est venu au moyen de critères là, facilement objectivables. Et le malade choisirait les critères qui, pour lui, représentent de l'indignité de fin de vie dans sa condition évolutive d'Alzheimer. Par exemple, ça fait 6 mois que je ne reconnais plus mes proches de façon constante. Je suis totalement alité. Je suis totalement dépendant des autres pour mes besoins de base. J'ai un comportement agressif qui est incontrôlable depuis plusieurs mois. Alors, on pourrait mettre une série de critères comme ça. Et encore une fois, je pense qu'il appartient à chaque personne de déterminer ce qui correspond à de la dignité ou de l'indignité de fin de vie. Et ça doit dépasser largement la simple notion de douleur physique bien ou mal soulagée. Parfait. Merci. Je céderai la parole au député de Mégantic. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Dr. No. Juste une petite question pour compléter là, un peu là, ce que ma collègue de Saint-François a parlé. Au niveau du consentement, de ce que je comprends, là, ce que vous suggérez, c'est que lorsque la maladie apparaît, dans un premier temps, la personne pourrait avoir recours à un genre de mandat d'inaptitude pour dire c'est quoi les soins de fin de vie qu'elle désire et à quelle étape qu'elle les désire, et qu'après ça, il y a un délai de 3 à 6 mois avant qu'elle puisse le recevoir minimalement. C'est bien ça, je comprends? C'est bien ça, oui. Donc, une personne qui ferait un mandat d'inaptitude dans son vivant, qui n'a pas aucune maladie, ne pourrait pas déjà stipuler certaines recommandations par rapport à ce qui pourrait y arriver plus tard. Oui, merci, monsieur le député. En effet, vous avez tout à fait raison. Ce que j'amène, c'est que je ne pense pas qu'on puisse le demander à l'avance. Vous savez, quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, de dire, vous savez, moi, si rendu à 80 ans, j'ai une maladie d'Alzheimer, vous m'administrez l'aide médicale à mourir, là, je pense que ce n'est pas adéquat. Évidemment, beaucoup d'eau va couler sous le pont et il peut se passer bien des choses. Alors, moi, je pense que ce n'est pas une directive anticipée dans le sens de ce qui existe actuellement du registre des DMA, des directives médicales anticipées. Donc, je pense qu'on a
ne peut pas demander à l'avance ce soin-là, mais uniquement une fois qu'on a reçu un diagnostic de démence et alors qu'on est encore évidemment dans les premiers stades de la maladie, parce que c'est une maladie qui évolue sur de nombreuses années, là, et ça prend plusieurs années avant que le malade devienne inapte, là. Donc, ce serait vraiment après avoir reçu un diagnostic, dans la condition, dans la situation sociale et familiale où se retrouve ce malade, et après une certaine période d'attente minimale, comme je le mentionnais, parce qu'il y a un choc à absorber là, quand on se fait dire qu'on a une maladie d'Alzheimer. Je pense que tous les gens qui sont au chevet le savent très bien, tous les gens qui accompagnent ou ces malades-là qui l'ont vécu le savent très bien aussi, là. Donc, ce serait juste après le diagnostic, après une période d'attente minimale, au moyen d'un formulaire, d'une directive spécifique à cet effet, qui devrait être encore une fois répétée là, au moins 3 à 6 mois plus tard. Et bien, on pourra débattre du délai éventuellement. Et l'autre point important, c'est que ce mandat-là devrait être contraignant. Hein? C'est-à-dire que pas soumis au jugement des proches, des enfants, de la famille, des frères et des sœurs, là, comme le sont les directives médicales anticipées actuellement, qui ont une nature contraignante. Alors, même si les enfants ne sont pas d'accord, bien, écoutez, c'est la volonté du malade et cette volonté-là doit être respectée. Mais en effet, ce que je propose, c'est que ça se fasse uniquement après avoir reçu officiellement un diagnostic. Ben, je vous remercie. Je vais laisser la question aux autres collègues. J'aurais beaucoup de questions, là, mais je vais laisser la place. Merci. Parfait. Merci, Monsieur le député. Donc, je céderai la parole à Madame la députée d'Abitibi-Ouest. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Nault, pour votre belle présentation. La perte de capacité, soit l'inaptitude, n'est pas un phénomène et c'est toujours possible d'anticiper. Par exemple, traumatismes crâniens, cérébraux et les AVC peuvent engendrer d'importantes séquelles et entraîner l'inaptitude de manière soudaine. Dans ce contexte, serait-il possible de faire une directive médicale anticipée pour l'aide médicale à mourir en l'absence de diagnostic? Merci, Madame la députée, pour votre question. Évidemment, l'enjeu que vous soulevez est très important. Écoutez, je pense qu'avec l'aide médicale à mourir, on évolue. La société continue d'évoluer et je pense qu'il faut y aller par étapes aussi. Se concentrer sur les enjeux les plus importants, les besoins les plus ressentis immédiats là, dans la population. Et je pense que la fréquence de la pathologie doit être prise en compte dans notre décision là-dessus. Ce que vous soulevez est effectivement très important, mais si on essaie de légiférer pour pouvoir, sur ce problème-là, on risque de s'embarquer dans de grands débats. Sur quelle pathologie va-t-on accepter, quels en seront les critères, vous savez, tous les troubles neurologiques, etc., les AVC, les ICT, les paralysies, est-ce qu'on accepte quelqu'un qui a juste un problème de langage suite à un AVC, qui a une paralysie complète? On risque de faire un très long débat sur cette question-là, alors que dans le cas de la démence et d'Alzheimer et autres démences associées, je pense qu'on est capable d'agir et d'aller rapidement là-dessus parce que clairement, c'est très prévalent, c'est très présent dans notre société. Ça évolue, on connaît ça, la démence d'Alzheimer, on sait comment ça évolue, on sait quand ça commence, on sait comment ça se termine. Et je pense qu'il y a beaucoup moins de débat à faire ou d'imprécision là-dessus. Alors, ce que vous soulevez, oui, j'applaudirais là, à l'idée de pouvoir éventuellement y arriver, mais je pense qu'on devrait d'abord commencer avec la maladie d'Alzheimer et autres démences associées, se donner un petit peu de temps de roder ça, de voir est-ce qu'il y a des écueils qui apparaissent qu'on n'avait pas pu voir venir et éventuellement peut-être ouvrir là, à d'autres conditions neurologiques comme celles que vous mentionnez. Je pense que l'aide médicale à mourir, là, on n'est pas au bout du chemin, on est au tout début. La société va continuer d'évoluer là-dessus et on devra toujours le faire en gardant à l'esprit l'intérêt des malades, évidemment, et le respect de ces malades-là. Mais ma proposition serait qu'on commence par l'Alzheimer et les démences associées. Merci beaucoup. Merci, Madame la députée. Donc, je céderai la parole à Madame la députée de Soulanges. Bonjour. Merci beaucoup, Dr. Nault, d'être parmi nous aujourd'hui.
Je ne sais pas si vous avez si vous avez écouté Mme Bernier qui a passé juste avant vous, mais elle adressait une idée d'intégrer une équipe une équipe qui serait avec peut-être un psychiatre, avec un professeur d'éthique ou quelqu'un, dans le fond, qui pourrait aider les docteurs à prendre leurs décisions, mais faire vraiment une belle équipe autour du patient et de son proche. Comment pensez-vous qu'on pourrait intégrer cette équipe multi-là aux professionnels dont vous êtes là, pour pas, en fait, pour empêcher d'alourdir votre travail, mais aussi pour pas allonger les délais non plus, là? Comment vous voyez ça? Oui, merci, Madame la députée. Vous faites référence, j'imagine, aux démences et Alzheimer et autres démences associées, oui. Bien, tout à fait. Écoutez, non, je n'ai pas pu assister à la présentation précédente parce que j'étais dans les techniques pour ma propre présentation. C'est ce que je propose dans mon mémoire d'ailleurs. C'est que, vous savez, il faudrait mettre en place une équipe multidisciplinaire. Quand je disais tantôt dans la mécanique, pour la personne elle-même de désigner un mandataire, son rôle, en fait, et on ne fera pas porter le poids de la responsabilité de la décision à ce mandataire-là, mais son rôle serait seulement d'aviser l'équipe le moment venu que, écoutez, je me demande si les critères que la personne a désignés elle-même là, ne sont pas maintenant atteints et qu'il serait temps de procéder à son évaluation. Et cette évaluation ne devrait pas être confiée à un seul individu, à un seul médecin. Elle devrait être confiée à une équipe multidisciplinaire. Et c'est tout à fait ce que je propose. Alors, ce que je propose, évidemment, on peut en débattre, là, mais ça devrait être minimalement un médecin, une infirmière, une travailleuse sociale qui sont au chevet de la personne, qui la connaissent bien, qui sont déjà impliqués. Et on pourra élargir l'équipe avec un éthicien. Là, évidemment, je n'y vois absolument aucun problème. Et c'est cette équipe-là qui prendrait la décision finale de dire oui, le moment est venu d'administrer l'aide médicale à mourir. Et ça pourrait se faire très bien, une des recommandations, là, évidemment, qui sont dans le mémoire sur laquelle je n'ai pas eu le temps de revenir, par aide médicale à mourir par voie orale. À ce moment-là, on n'a pas besoin d'injection nécessairement. Puis l'aide médicale à mourir par voie orale, qu'on ne devrait pas appeler le suicide assisté, tant qu'à moi, là, ça n'a rien à voir avec le suicide. Là. C'est vraiment de l'aide médicale à mourir. C'est juste la voie d'administration qui est différente. Et ça pourrait être fait par les IPS, parce qu'une autre de mes recommandations, c'est qu'il est urgent qu'on intègre les IPS à l'aide médicale à mourir, comme partout ailleurs au Canada. Donc, ces malades-là, évidemment, sont dans des centres de soins prolongés. On s'entend que rendu à ce stade-là, très peu seront probablement à la maison. Là. Les IPS sont très impliqués dans les CHSLD. Leur apport est précieux. Alors, l'équipe multidisciplinaire aurait le mandat d'évaluer si le moment est venu. Si le moment est venu, tout simplement par une administration d'aide médicale à mourir par voie orale qui pourrait être fait par le médecin ou par l'infirmière, avec les mêmes conditions que l'aide médicale à mourir qu'on connaît bien actuellement, là, pourrait être prodiguée à ce moment-là. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça, évidemment. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, Monsieur le député de Lac-Saint-Jean, 1 minute 30, s'il vous plaît. Oui, bien, tout à l'heure, bonjour, Monsieur No. Tout à l'heure, on avait Madame, un professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke qui a parlé du formulaire, le fameux formulaire là, de remplir le formulaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, une de mes recommandations, c'est d'abolir tout simplement dès maintenant le formulaire de déclaration provinciale. La première version, là, sur papier, était une horreur absolue. Là. Ça a été fait par des juristes pour des juristes qui ont certainement eu beaucoup de plaisir à le concevoir, là, mais qui n'avaient aucune utilité clinique médicale. Et c'est quand même aux médecins qu'on confie la responsabilité là, d'évaluer, d'administrer l'aide médicale à mourir. Est arrivé en novembre 2018 le formulaire unifié électronique pan-canadien du gouvernement fédéral, qui est, à mon avis, infiniment mieux fait que le formulaire provincial. On nous avait promis une harmonisation, ce n'est pas le cas du tout. Alors, ça a fait juste compliquer les choses, prendre beaucoup plus de temps, parce que là, on a un formulaire électronique où est-ce qu'on a la partie provinciale, après ça, la partie fédérale, avec beaucoup de redondance entre les deux, beaucoup de questions ambiguës dans le formulaire provincial. Il n'est d'aucune utilité. Surtout que, comme je le mentionnais, on devrait retirer le mandat d'évaluer la conformité
conformité là, de l'aide médicale à mourir à la Commission sur les soins de fin de vie. Alors, ce formulaire-là, je peux vous dire que ça a fait fuir aussi beaucoup de médecins qui s'y sont frottés et qu'il y a beaucoup de médecins qui refusent encore parce que ça fait juste qui refusent encore de s'impliquer parce que ça fait juste amener des contraintes supplémentaires. L'aide médicale à mourir, c'est pas simple. S'il y en a qui s'imaginent qu'on fait ça là, comme médecin les deux doigts dans le nez, c'est beaucoup d'heures d'investissement, c'est au moins une dizaine d'heures et le formulaire est un irritant majeur actuellement. Merci beaucoup, M. le député. Merci, Dr. No. Je cède maintenant la parole au député de Darcy-McGee. Merci. Ça va? Merci, Madame la Présidente. Merci, Dr. No, pour vos observations lucides, vos recommandations assez claires. C'est ça qui s'impose dans un débat complexe, mais exigeant et très présent. Écoutez, votre évaluation, votre diagnostic de l'état de choses actuel en tout ce qui a trait au traitement, aux demandes de l'aide médicale à mourir est assez sombre en quelque part. Vous parlez de 33% de demandes qui ont été soit non traitées comme il faut ou refusées. Et j'imagine, compte tenu de votre expérience, avec raison, vous notez qu'il y en aurait plein d'autres qui n'ont même pas postulé ou même pas soumis leur demande. Bon, plusieurs de vos recommandations touchent à comment pallier à la situation, mais j'aimerais vous inviter à renchérir. Pour l'instant, vous parlez d'une brèche législative à corriger dans le plus bref délai. Vous parlez de votre lecture de l'inefficacité actuelle de la Commission, mais là, c'est assez évident quelque part que suite à nos recommandations et suite à la tendance mondiale, bon, les demandes vont s'accroître. Il y aurait une plus grande présence de ce phénomène-là. Comment faire? Quoi d'autre est-ce qu'il faut faire pour assurer, avec la rigueur nécessaire, mais que les demandes soient traitées ou rejetées en toute transparence et en toute reddition de compte? Qu'est-ce qu'on doit faire de plus actuellement et en anticipant un élargissement de cette option sombre et très important pour tout le monde? Oui. Merci, Monsieur le député. En fait, un constat qu'il faut faire depuis plus de 5 ans, c'est que l'aide médicale à mourir s'est faite de façon extrêmement rigoureuse au Québec, en toute conformité des lois. Alors, moi, je pense qu'il faut d'abord éliminer tous les irritants qui empêchent actuellement les médecins de s'impliquer. Et on en a déjà mentionné plusieurs, l'incohérence entre les deux lois, le formulaire électronique provincial, les lettres incessantes de la Commission sur les soins de fin de vie qui n'ont pas lieu d'être. Et vous avez raison, les demandes vont augmenter. On n'a pas besoin d'être devin pour le prédire, parce que c'est le cas, c'est ce qu'on a vu dans tous les pays dans les premières années où ça a été implanté, parce qu'on élargit maintenant l'accessibilité, parce que c'est mieux connu, parce que les résistances diminuent tranquillement à travers la province. De façon urgente, permettre aux IPS de s'impliquer dans l'aide médicale à mourir. Alors, si on commence par éliminer tous les irritants qu'on dénonce comme médecins depuis 5 ans qui sont encore en place, bien, je peux vous promettre que beaucoup de médecins vont revenir à l'aide médicale à mourir ou vont enfin s'impliquer. L'autre chose, et moi, je suis enseignant évidemment à l'université en médecine familiale, je peux vous dire que la génération des médecins qui s'en vient va être extrêmement favorable et va vouloir s'impliquer dans l'aide médicale à mourir. C'est déjà enseigné à l'université et je peux vous dire que j'ai une liste longue comme ça, moi, de médecins résidents qui souhaitent m'accompagner pour apprendre comment faire l'aide médicale à mourir au Québec. Donc, éliminer d'abord les irritants, je pense que ça va donner une chance. Dans les dernières statistiques, 9% des médecins ont prodigué l'aide médicale à mourir, et il y a plus de 20 000 médecins au Québec, et ce nombre-là augmente d'une année à l'autre. Donc, ça, c'est très important. C'est important de mettre en place. Et après ça, il faut documenter, évidemment, toutes les aides médicales à mourir, tant administrées que celles qui sont refusées ou non administrées. Et ça, il y a déjà en place un mécanisme qui s'assure de la rigueur des AMM administrés. Les CMDP, Conseils de médecins dentistes, pharmaciens, déjà des établissements, reçoivent exactement les mêmes formulaires que ceux de la Commission sur les soins de fin de vie et les évaluent tous. Et ils ont, eux,
l'expérience, l'expertise, la formation, la composition du groupe et l'accès aux dossiers médicaux et aux équipes soignantes pour faire ce travail-là de façon rigoureuse. Et ils sont supportés par le Collège des médecins du Québec et c'est eux, en dernier recours, qui s'assurent de la conformité de l'acte médical qui a été prodigué dans l'aide médicale à mourir. Donc, vous savez, il y a des choses qu'on dénonce depuis 5 ans et qui auraient dû être corrigées depuis longtemps et qui sont relativement faciles à corriger actuellement si on écoute les cliniciens qui sont sur le terrain. Alors, je pense qu'il faut prendre nos informations aussi aux bons endroits pour prendre le pouls là, de la situation actuelle au Québec pour pouvoir y apporter les correctifs. Merci. J'aurais une autre question, puis après, je suis sur ma collègue de Westmount-Saint-Louis, Honoré. Je vous emmène sur notre terrain. Vous parlez du soin palliatif et je trouve que vous nous offrez un rappel important que quelques 80% des gens qui ont demandé l'aide médicale à mourir avaient déjà recours aux soins palliatifs. Deux choses. Dans un premier temps, vous recommandez que ces établissements de soins palliatifs n'aient pas le droit de s'exempter d'appliquer l'aide médicale à mourir. J'aimerais vous entendre là-dessus. Et deuxième chose, est-ce qu'on a, parce qu'on parle d'un continuum de soins, est-ce qu'il y a la moindre raison de craindre que l'État, en conséquence d'un usage étendu de l'aide médicale à mourir, risque de délester en quelque part le financement très important pour le soin palliatif? Mm-hmm. Merci, Monsieur le député, de la question. Effectivement, on s'entend tous, là, tous les médecins, je pense, et c'est clair pour tout le monde, là, les soins palliatifs, c'est la base des soins, autant de fin de vie que de soulagement et d'accompagnement des conditions chroniques, hein, mais incurables, là, parce que, et ça a changé beaucoup hein, depuis un bon bout de temps maintenant. Là, ce n'est plus réservé seulement aux malades qui vont mourir, là, qui sont en unité de soins palliatifs, mais à toutes les personnes qui ont des conditions chroniques. Alors, c'est la base, et évidemment, il faut que ce soit accessible et suffisamment financé partout dans la province. Maintenant, un des arguments des opposants religieux, c'était de dire, vous savez, les gens ils demandent de l'aide médicale à mourir parce qu'ils n'ont pas accès à des soins palliatifs. On savait que c'était faux. On a la preuve maintenant que c'est faux parce que, comme vous le mentionnez, 80% des gens qui ont reçu l'aide médicale à mourir au Québec étaient déjà en soins palliatifs et l'autre 20% a refusé d'y aller. Et ils en ont parfaitement le droit parce que quand on rencontre le malade, ça fait partie de nos obligations, s'il n'est pas déjà en soins palliatifs, de l'informer de la possibilité d'aller en soins palliatifs. Donc, ça, c'est extrêmement fondamental et important. Et si on retire à la Commission sur les soins de fin de vie le mandat d'évaluer la conformité de l'aide médicale à mourir, ce qu'elle n'est pas en mesure de faire, à mon avis, on pourrait certainement dégager du budget qui pourrait être investi dans les soins palliatifs. Sur les maisons privées de soins palliatifs, il n'y a plus maintenant aucune raison qui justifie de maintenir ces exemptions-là. À l'entrée en vigueur de la loi, toutes les maisons avaient fait front commun pour s'opposer. Et le constat qu'on fait, c'est qu'il y a des demandes d'aide médicale à mourir dans toutes les maisons de soins palliatifs, même celles qui refusent toujours de l'offrir. Et ce qu'on voit depuis 5 ans et qui continue de se produire dans les maisons qui refusent de l'offrir, c'est des transferts honteux de ces malades vers un établissement public dans leur dernier jour de vie parce qu'ils ont osé demander l'aide médicale à mourir, sans compter les pressions qu'ils subissent pour ne pas faire de demande. Hein. Alors ça, là, il n'y a aucune raison que ça se maintienne. Et il est très clair que l'opposition qui est maintenue encore par certaines maisons, elle relève de l'opposition idéologique et ou religieuse et ou de crainte de représailles catholiques. Et j'en ai donné un exemple dans mon mémoire parce que ça existe, on ne se mettra pas la tête dans le sable. Là. La perte du financement des communautés religieuses est une des raisons. Alors, dans l'intérêt des malades, là, il n'y a aucune raison de maintenir cette exemption-là encore pour les quelques maisons de soins palliatifs qui continuent d'être opposées. Merci. Merci, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Dr. No. Dans votre mémoire, vous avez évoqué dans votre recommandation 14 d'autoriser l'accès à l'aide médicale à mourir pour les problèmes de santé mentale, mais vous n'avez pas adressé le problème ou la condition d'une déficience intellectuelle ou autre type de maladie. Selon vous, est-ce que ça ne faisait pas partie de votre mémoire puis vos recommandations parce que, selon vous, une personne qui souffre d'une déficience intellectuelle ou l'autisme ne peut pas consentir? Et si oui,
sont quoi les conditions dont nous pouvons établir une aptitude ou une inaptitude dont nous pourrons faire partie de l'aide médicale à mourir? Ouais. Merci, Madame la députée. Effectivement, je n'ai pas parlé là, de la déficience intellectuelle ou de l'autisme. Vous savez, l'enjeu, il est vraiment en lien avec l'aptitude à consentir. Hein? Et évidemment, la déficience intellectuelle, c'est un large spectre, tout comme celui de l'autisme. Et ça, je pense que le débat devra se faire vraiment avec les experts de cette question-là. Parce que, de déterminer que quelqu'un comprend bien sa situation, comprend bien les alternatives qui s'offrent à lui, constater la souffrance morale et pouvoir réitérer une demande. Tout ça, vous savez, il y a beaucoup de critères en place quand on évalue une demande d'aide médicale à mourir, mais je pense que l'enjeu principal, c'est vraiment sur la capacité à consentir à ce soin-là, qui évidemment est questionné très directement quand on parle là, de déficience intellectuelle et d'autisme. Alors, je n'ai pas volontairement voulu m'embarquer dans ce champ-là, parce que déjà que la santé mentale, je pense que c'est un enjeu sensible dont on a à faire un débat de société là, et qui implique déjà, comme je le mentionnais, déjà plusieurs écueils là, qu'on devrait résoudre. Là. Mais je pense que c'est une ouverture éventuellement dont il faudra aussi discuter. Mais je pense qu'on ne pourra pas tout régler dans un seul mandat ou d'un seul coup par un seul projet de loi. Ça veut dire que vous n'avez pas de recommandations nécessairement en ce qui concerne les critères qui devraient être appliqués pour mesurer l'aptitude ou l'inaptitude d'une personne qui souhaite avoir accès à l'aide médicale à mourir? Spécifiquement pour ce qui est de la déficience intellectuelle et de l'autisme, effectivement, là-dessus, je m'abstiendrai de faire des recommandations parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise, très honnêtement, et je ne veux pas prétendre des choses que je ne suis pas capable de soutenir. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait d'abord penser aussi à une liste de maladies, comme un peu qui était recommandé quand on parle de métrophilion, par exemple, à l'intérieur de le rapport qui nous a été donné, puis je comprends votre souhait de peut-être passer par-dessus ce comité, mais est-ce qu'on devrait se pencher sur une liste de maladies aussi qui devrait avoir une éligibilité à avoir accès à l'aide médicale à mourir? Vous savez, dans le cas de la démence, des troubles neurocognitifs majeurs, là, démence et autres, Alzheimer et autres démences associées, je pense que c'est relativement facile de faire une telle liste. Dans le cas de la santé mentale, ça m'apparaît plus difficile parce que, encore là, il y a un large spectre d'atteintes. Hein. Les troubles neurocognitifs, on les connaît, on est capable de les diagnostiquer, on en connaît l'évolution. Elle est la même pour tout le monde. Ça demeure une maladie incurable avec une lente et sévère dégradation. Dans le cas des problèmes de santé mentale, là, le spectre est beaucoup plus large. Alors, il faudrait faire l'exercice avec les spécialistes. Évidemment, je suis un médecin de famille, je ne suis pas un spécialiste, là, un psychiatre en santé mentale, là, mais de faire une liste qui serait très, très restrictive de diagnostic de santé mentale me semble un exercice là, à ce moment-ci un peu plus périlleux. Merci beaucoup, Madame la députée. Merci, Dr. No. Je cède maintenant la parole au député de Gouin. Merci, Madame la Présidente. Merci, Dr. No, pour votre présentation. J'ai peu de temps. J'ai envie de vous entendre sur une question que j'ai posée à la précédente intervenante à la commission au sujet de la possibilité puis ça me semble être une possibilité pas complètement farfelue, loin de là, que des gens qui aient, au moment, par exemple, ou suite à avoir reçu un diagnostic d'une maladie comme l'Alzheimer, puissent se dire à ce moment-là, je suis certain que c'est ce que je veux, recevoir de l'aide médicale à mourir lorsque je vais être rendu dans un état avancé, mais qui finalement, suite à l'évolution de la maladie, au moment où vient, par exemple, pourrait se présenter le moment de donner le consentement vraiment final là, pour recevoir l'aide médicale à mourir, se dirait non, je veux pas, puis ce serait un refus net, un refus répété, malgré le fait qu'il y ait eu un processus en amont, disons un processus parfait. Donc là, on est comme dans une situation où il y a deux consentements qui s'affrontent, le consentement initial donné en toute connaissance de cause, dans un état d'aptitude complet, puis un refus de consentement par la suite d'une personne qui n'est plus jugée apte
Oui. Du point de vue de la pratique, ça pose quand même une question pas simple, là. Ça pourrait placer les médecins dans des situations où ils devraient administrer l'aide médicale à mourir à une personne qui exprime un refus répété. On nous a parlé d'expériences internationales assez désagréables à cet égard. Comment vous voyez ce dilemme-là, vous? Oui, merci, monsieur le député. Écoutez, moi, je n'y vois pas de problème là, réellement. Évidemment, une telle demande devrait être faite au moment où le malade est apte. Hein, il devrait être réitéré après un certain délai, comme je le mentionnais déjà. Et il faut comprendre que l'aide médicale à mourir, ce n'est pas une obligation là, quand on a eu un diagnostic de démence d'Alzheimer ou de démence, autre démence associée. Ça reste un choix personnel. Et cette demande-là, éventuellement, pourrait être retirée n'importe quand, tant que le malade est apte. Il pourrait changer d'avis, évidemment. Je pense que ça va de soi. À partir du moment où le malade devient inapte, vous savez, pour en avoir vu beaucoup, parce que comme médecin, on en voit beaucoup de ces malades-là, là, une fois que l'inaptitude est arrivée, là, la discussion avec le malade sur est-ce que c'est encore ce que vous voulez, là, elle n'est plus possible. Elle n'est plus possible. Là. Le malade est rendu dans un état avancé qui fait que, regardez, peu importe quelle sera la réponse, je pense que le malade est inapte. Puis, c'est ce que vous mentionnez, bien, on le vit déjà de toute façon. Hein. Vous savez, quand quelqu'un fait un mandat en cas d'inaptitude, hein, et décide de désigner un mandataire et décide qu'il lui confie, par exemple, l'administration de ses biens, certains pouvoirs, bien, une fois qu'on met en place le mandat en cas d'inaptitude, là, on retourne pour voir la personne pour lui demander est-ce que c'est toujours ce que vous souhaitez? On vit avec la décision. Hein? On serait dans le même champ d'exercice avec ces malades-là. Et quand vous dites qu'il y a eu des situations malheureuses, là, évidemment, on l'entend, là, il y a des gens qu'on a dû attacher pour administrer l'aide médicale à mourir par voie intraveineuse parce qu'ils voulaient se débattre. Justement, l'aide médicale à mourir par voie orale là, permet d'éviter ça. Et un malade agité, là, parce que rendu là, à ce stade-là de la maladie, là, ce n'est pas un refus de recevoir l'aide médicale à mourir, c'est de l'agitation psychomotrice qui est inhérente à la maladie cérébrale et qui fait que les malades, parfois, sont agressifs, hein, se mettent à frapper les soignants, se mettent à frapper leur propre entourage. Bien évidemment, dès que vous les approchez, ils vont se mettre à frapper tout le monde. Ce n'est pas un refus de l'aide médicale à mourir qu'ils auraient déjà demandé. C'est une manifestation de la sévérité de la maladie, tout simplement. Et il n'est pas question d'attacher quelqu'un pour prodiguer l'aide médicale à mourir par voie intraveineuse. Vous savez, l'aide médicale à mourir par voie orale, et ce serait une magnifique indication de pouvoir le permettre. Parce que honnêtement, je ne pense pas qu'actuellement, avec l'aide médicale à mourir, là, moi, je n'ai jamais eu de demande de malade qui m'a dit là, j'aimerais mieux que vous me donniez quelque chose, puis je vais faire ça tout seul à la maison. Là. Les gens apprécient que le médecin soit là, que l'équipe traitante soit là, qu'on les accompagne du début à la fin et jusqu'après le décès pour ce qui est des proches, là, et qu'on prenne ça en charge et qu'on soit avec eux. Dans le cas des démences avancées qui auraient demandé et qui seraient prêts à recevoir l'aide médicale à mourir, la voie orale où on fait prendre son jus d'orange au malade tout simplement et le résultat va être le même. Là. Donc, évidemment, il n'est pas question d'attacher qui que ce soit pour lui prodiguer l'aide médicale à mourir. Là. Donc, je ne vois pas ça comme un écueil là, réellement. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. Je cède maintenant la parole à la députée de Joliette. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Dr. No. Donc, j'ai peu de temps aussi, donc poser mes 3 questions en espérant que vous aurez le temps pour répondre aux 3. La première, c'est que vu que maintenant le critère de fin de vie n'est plus dans le décor, juste pour qu'on se comprenne bien, une personne peut avoir une maladie neurocognitive et faire une demande pour obtenir l'aide médicale à mourir alors qu'elle a encore une partie de son aptitude parce qu'elle a un déclin avancé réversible et des souffrances, même si elle n'a pas complètement perdu son aptitude. Donc, je veux juste que vous nous éclairiez parce que certains pourraient dire que vu que cette possibilité-là existe, vu que la fin de vie n'est plus un critère, pourquoi on fait tout ce débat-là d'une demande anticipée? Mais je présume que c'est parce qu'on veut pouvoir accompagner la personne le plus longtemps possible, parce que certains pourraient vouloir l'obtenir trop tôt par rapport à la situation qu'elle voudrait éviter. Donc ça, j'aimerais vous entendre là-dessus. L'autre élément, c'est que jusqu'à maintenant, dans le débat public et dans ce qu'on a entendu,
Tout le monde réitère l'importance de respecter tous les critères de l'article 26, donc qu'importe qu'on soit dans le cadre d'une demande anticipée, donc la notion de souffrance constante et intolérable. Vous arrivez aujourd'hui avec une notion différente, qui est la question de l'indignité. Et là, je veux comprendre si pour vous, il faudrait changer le concept quand on est dans un cas de demande anticipée pour passer du concept de souffrance à celui d'indignité, ou si pour vous, l'indignité fait partie de la souffrance. Si jamais j'ai du temps, je reviendrai sur la maladie mentale. Merci beaucoup, Madame la députée. Écoutez, l'indignité, hein, l'appréhension de l'indignité de fin de vie, pour moi, c'est une souffrance. Vous savez, quelqu'un qui se dit, là, j'ai une maladie d'Alzheimer et je sais qu'éventuellement, je vais être rendu dans cet état-là. Il vit une souffrance reliée à l'évolution et à la finalité inévitable de la maladie. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de changer le concept, mais il faut concevoir le terme de souffrance de façon beaucoup plus large que la seule douleur physique non soulagée. Parce que l'indignité appréhendée, pour moi, c'est déjà une souffrance qui peut être extrêmement tolérable. Vous savez, pour en avoir vu beaucoup des gens qui ont une maladie d'Alzheimer, c'est rare que les gens sont sereins dans l'évolution de cette maladie-là parce qu'ils savent trop bien ce qui s'en vient. Maintenant, sur votre première question, pour ce qui est de l'aptitude, effectivement, en vertu du retrait de critères de fin de vie au provincial et du retrait de critères de mort naturelle raisonnablement prévisible au fédéral, il n'y a plus de pronostic qui est exigible maintenant. Donc, quelqu'un qui est dans les premiers stades de la maladie d'Alzheimer ou intermédiaire et qui est encore apte, pourrait demander et recevoir l'aide médicale à mourir, sauf qu'il ne peut pas le faire de façon anticipée en vue de l'inaptitude future, devrait pouvoir le recevoir maintenant tant qu'il est encore apte à consentir. Et c'est là où le bas blesse. Parce que, vous savez, de ne plus reconnaître ses proches, là, ça n'arrive pas du jour au lendemain, un bon matin, hein, c'est fluctuant. Alors, il y a des gens qui veulent dire, et moi je l'entends là, toutes les semaines, là, oui, je voudrais éventuellement y avoir recours, mais je veux pouvoir profiter aussi de mes proches le plus longtemps possible, et probablement que mes proches veulent profiter aussi de ma présence. Donc, il y aura une période intermédiaire où je ne serai pas toujours là, mais je reconnaîtrai encore quand même mes enfants, mes petits-enfants, et je pourrai en profiter. Et c'est pour ça que dans les critères, les balises qu'on mettra ensemble, il y aurait des critères de temporalité aussi. Hein. Ça fait 6 mois que je ne reconnais plus mes proches, par exemple, et non pas une semaine ou hier. Et à ce moment-là, ça permettrait aux gens, parce que c'est le choix des gens finalement, c'est pas dire j'ai un diagnostic de la maladie d'Alzheimer il y a un mois par le médecin de famille ou le neurologue, donc je vais avoir l'aide médicale à mourir le mois prochain. Là. Les gens savent qu'il y a encore plusieurs années devant eux où ils vont quand même pouvoir profiter de la vie là, malgré l'appréhension de comment ça va se terminer. Donc, ça permettrait tout ça de permettre aux gens, si c'est leur souhait, d'avoir encore du temps tout simplement. Hein? Tout comme j'en faisais mention au tout début, là, la directive anticipée dans le cas d'un malade qui a été accepté et pour qui l'aide médicale à mourir est déjà prévue, là, de le refuser, ça fait que les gens précipitaient leur aide médicale à mourir, alors que moi, j'ai entendu ça tout le monde, là, j'aurais aimé pouvoir en profiter encore, mais je ne veux pas prendre le risque de manquer ce moment-là. Alors, c'est important de faire ce débat-là pour respecter vraiment la volonté des gens et permettre aux gens de pouvoir profiter de ce dont ils sont capables de profiter le plus longtemps possible. Merci beaucoup, Dr. No. Merci, Madame la députée. C'est tout le temps qu'on avait. Donc, je vous remercie, Dr. No, pour votre contribution aux travaux de la commission. C'est très enrichissant pour nous et très formateur. Donc, je suspends les travaux quelques instants, le temps d'accueillir nos nouveaux invités.